Bonjour tout le monde, bonjour Barbara. Bonjour Arnaud. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la capsule numéro 6 sur les soins aux patients intubés. Quels sont les objectifs de cette capsule? Eh bien, de pouvoir vous expliquer quelles sont les complications potentielles qu'un patient intubé risque de présenter tout au long de la période pendant laquelle il est intubé. Et ensuite, de pouvoir vous expliquer quels sont les soins qu'on peut mettre en place pour éviter ces complications et surveiller correctement notre patient. Alors effectivement, rien que de placer le patient sous ventilation mécanique invasive est un facteur important par rapport à ce qu'on appelle et ce qu'on nomme les VAP, c'est-à-dire les pneumonies acquises sous ventilation mécanique. On a quelques chiffres là qui se trouvent sur la DIA qui vous montrent qu'effectivement, par exemple, après 3 jours d'intubation et de ventilation assistée, eh bien, on a déjà un pourcentage de patients qui vont souffrir de surinfection pulmonaire. Arnaud, tu sais nous dire quels sont les impacts de ces VAP chez les patients? Oui, bien sûr, ça va augmenter la durée de ventilation mécanique et donc la durée de séjour aux soins intensifs, augmenter la durée de séjour du séjour hospitalier total et enfin augmenter les coûts des soins de santé par rapport à cette complication. Cependant, il faut noter qu'il y a vraiment un gros problème encore dans le diagnostic des VAP. Il n'y a rien d'encore clair et bien défini dans la littérature. Et enfin, petit truc pratique, mon médecin-chef aime bien dire qu'il faut vite extuber le patient quand c'est possible, car le tube endotrachéal est un toboggan à bactéries pour les poumons. Ça, c'est plutôt bien dit. Alors effectivement, si on reprend ici sur la DIA, c'est un petit peu le schéma catastrophe. Alors d'où viennent en fait ces pneumonies acquises sous ventilation et les sinusites maxillaires, qui sont aussi à l'origine des complications infectieuses chez le patient intubé? Eh bien tout ça provient, comme nous l'a dit Arnaud, de ce toboggan à bactéries qu'est le tube endotrachéal, mais aussi des sondes qui sont placées par le nez ou par la bouche, comme la sonde gastrique par exemple, qui vont coloniser l'arrière-bouche et l'oropharynx avec d'autres bactéries, ainsi que la ventilation mécanique. Donc c'est vrai que tout ce qu'on place là chez le patient, tubes, sondes et la ventilation, vont de manière générale court-circuiter en fait les filtres qu'on a naturellement au niveau ORL et induire cette colonisation par d'autres bactéries. Alors effectivement, les aspirations qu'on va pouvoir faire, la position du patient, tout ça, on va le voir, ont un impact important par rapport au développement de ces complications infectieuses. Mais c'est vrai que ces complications infectieuses peuvent mener après à une septicémie, éventuellement un choc septique jusqu'à la défaillance multisystémique. Du coup, comment les prévenir? Donc on a repris ici avec vous 6 points importants qui vont permettre de diminuer le risque de complications infectieuses, donc de VAP, chez ce patient intubé. La toute première chose, c'est vraiment de maintenir le patient le plus possible dans la position semi-assise, minimum 30 degrés jusqu'à 45 degrés. Cela permet de correctement verticaliser le thorax du patient et d'avoir une position un peu plus déclive au niveau de sa sphère ORL. La deuxième chose, c'est de mesurer régulièrement la pression qui va se trouver sur le ballonnet du tube d'intubation avec un manomètre en visant une pression entre 25 et 30 centimètres d'eau. Ensuite, ce sont les soins qu'on va pouvoir réaliser, le brossage mécanique des dents. On ne va pas vous apprendre que ça permet d'éliminer la plaque dentaire et de réaliser ensuite des soins de bouche réguliers avec un antiseptique buccal. On y reviendra un peu plus loin dans la capsule. Idéalement, il faudrait pouvoir garder votre patient le moins sédaté possible, en visant toujours les 3 C de manière très très générale, le calme, le confort et la collaboration. Et ensuite, un 6e point qu'on souhaitait ici aborder était l'importance de l'aspiration sous-glottique et du système clos. Arnaud, tu sais nous dire 2-3 choses là-dessus? Alors, pour prévenir les VAP, donc les pneumonies acquises sous ventilation mécanique en français, on peut placer des tubes endotrachéales un peu spécifiques avec une troisième lumière. Cette aspiration sous-glottique, ça permet d'aspirer juste au-dessus du ballonnet pour retirer toutes les sécrétions afin que ça s'accumule pas au-dessus du ballonnet et quand la pression du ballonnet est moins importante, que ça tombe dans les voies aériennes. Ensuite, il y a un autre système, l'aspiration du système clos que Barbara va expliquer par la suite. Donc, ces deux techniques peuvent être utilisées pour prévenir les VAP, mais cependant, les recommandations ne sont pas toujours claires si ça permet de les diminuer. Pourquoi? Parce que encore une fois, dans les études, il y a vraiment un gros problème de la définition des VAP, d'une part, et puis ça devient très difficile d'isoler un seul facteur pour prévenir les VAP.
Je pense que les autres facteurs au-dessus, c'est des recommandations qui sont assez fortes pour ces deux dernières. Donc, le point numéro 6, c'est un peu moins recommandé et c'est utilisé dans certains hôpitaux et pas dans d'autres. Alors justement, quand on parle de soins aux patients intubés, ça débute généralement par les aspirations. Donc AET, aspiration endotrachéale, AEB endobuccale, AEN endonasale. Ces aspirations pour les AET endotrachéales peuvent se faire soit avec un système ouvert, c'est-à-dire un système qui va vraiment nécessiter une déconnexion entre les tubulures du respirateur et le tube endotrachéal, ou un système fermé qui, lui, permet de réaliser ces aspirations sans devoir déconnecter le patient du respirateur. Alors ça a quand même certains avantages. La toute première qui est assez actuelle pour l'instant, c'est effectivement la protection du soignant contre le risque d'aérosolisation, pardon, ce qui est vraiment important pour l'instant avec les patients touchés par le Covid-19. Et ça permet aussi de diminuer le dérecrutement. Effectivement, il va toujours y avoir une partie de dérecrutement lorsqu'on va réaliser une aspiration endotrachéale, mais elle sera moindre avec un système clos. Alors, comment reconnaître votre patient encombré? Eh bien, il y a plusieurs signes qu'on a repris ici, pour voir effectivement si le patient qui est intubé va être encombré, qui sont variables en fonction de la sédation de votre patient. Alors effectivement, il y a la toux. Un patient qui est encombré, généralement tousse, sauf s'il est curarisé. On peut voir parfois les sécrétions visibles dans le tube d'intubation. À l'auscultation, ça peut tout à fait s'entendre aussi. Il peut être tachypnéique, il peut y avoir certains signes de lutte sur le respirateur, il peut être plus agité, il peut vous appeler parce qu'il se sent vraiment très, très encombré. Il peut être plus tachycarde, il peut être plus hypertendu, il peut aussi montrer des signes d'hypoxémie avec une chute de la saturation. Ça peut également se sentir chez le patient qui est beaucoup plus adapté à la vibration sur le thorax lorsque vous placez votre main sur le haut du thorax. Arnaud, est-ce que tu penses à d'autres signes pour un patient encombré? On pourrait également le voir sur les courbes du respirateur, comme on verra sur les capsules sur la ventilation mécanique. Sinon, c'est super. Alors, quels sont les principes qui peuvent un peu nous guider pour les aspirations endotrachéales chez le patient intubé? Eh bien, le plus important à retenir, c'est que la fréquence doit vraiment être guidée par la clinique. On dit aussi que les aspirations se font à la demande, c'est-à-dire chaque fois que le patient en a besoin. Il faut cependant faire attention à ne pas tomber dans un cercle vicieux parce que les aspirations endotrachéales vont chaque fois entraîner une forme d'hypersécrétion chez le patient. Parfois, au plus on va y aspirer, au plus on peut provoquer cette hypersécrétion chez le patient. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est au moins, s'il n'y a pas de signe particulier d'encombrement chez le patient, c'est d'essayer de prendre quand même connaissance, une fois sur votre shift, de l'état d'encombrement du patient. Parfois, on a très, très, très peu de signes qui sont présents chez le patient et malgré tout, en allant quand même aspirer une fois sur notre shift, on se rend compte qu'il y a quand même de l'encombrement présent. C'est guidé aussi par la saturation et par la couleur, l'odeur, la quantité et l'aspect des sécrétions. Deuxième principe qui sont les 3 mots en rouge, l'asepsie, la douceur, la brièveté. Il faut que les aspirations soient réalisées de façon assez, courte, que ça ne prenne pas trop de temps. Il faut être doux pour ne pas traumatiser la trachée chez le patient. Par contre, quant à l'asepsie, eh bien, il y a plusieurs façons de faire. C'est vrai qu'aspirer avec un gant stérile, c'est quelque chose qui est souvent préconisé aux soins intensifs, mais qui ne fait pas l'objet de recommandations fortes. Donc effectivement, il y a des services de soins intensifs où on n'utilise pas de gants stériles. Certains en utilisent, les deux peuvent se réaliser sans souci. Généralement, dans le troisième principe, eh bien, quand on réalise les aspirations, on essaye de faire les 3 types d'aspirations dans le même délai. Il y a plusieurs techniques qui sont vues dans les écoles d'infirmières et dans les services pour essayer de rentabiliser ce moment et de réaliser les aspirations dans le même temps. Alors, quels sont les effets secondaires chez votre patient? Eh bien, c'est sûr que c'est un soin qui est inconfortable. Les patients ne parlent pas toujours nécessairement après de douleur, mais c'est vrai que dans mon expérience, pas mal de patients après, disent clairement, ils ont vu des étoiles, une sensation d'étouffer. C'est vrai que c'est quelque chose, de vraiment, vraiment désagréable. D'où l'importance de bien lui expliquer ce que vous allez faire, ça va le faire tousser et que ça va être inconfortable pour lui. Le risque infectieux, traumatique et hémorragique, je viens d'en parler juste avant par rapport à la douceur et à la brièveté du soin. C'est un soin qui peut donner aux patients parfois des efforts de vomissement. Donc c'est vrai que la surveillance de la pression du ballonnet du tube d'intubation est importante, de bien garder votre patient assis, semi-assis pendant l'aspiration également.
Le risque d'hypoxémie, puisqu'on va, en fonction du système, de toute façon opérer une manœuvre de dérecrutement en fonction du système qu'on utilise. C'est vrai que pour ça, il va être important de préoxygéner le patient avant le soin et de bien surveiller sa saturation pendant tout le temps de l'aspiration. Il y a aussi un risque d'effet hémodynamique, chez votre patient, que ce soit de la tachycardie, par l'effort de toux, chez votre patient ou de la bradycardie par stimulation du nerf vague, aussi d'hypo-hypertension. Effectivement, chez les patients chez qui on va pouvoir le mesurer, enfin ça se fait chez tout le monde, mais effectivement, il y a un impact un peu plus important, au niveau de la physiopathologie chez le patient qui peut avoir un trauma crânien ou un problème au niveau neuro, puisque de toute façon, les efforts de toux vont faire monter sa pression intracrânienne. Alors, comment réaliser ces soins ORL? Eh bien, une systématique qui est assez fréquente et qu'on rencontre dans les soins est vraiment de partir du haut du visage vers le bas pour ne pas oublier les différents soins qu'on doit faire. Chez le patient sédaté, eh bien, on peut débuter par les soins des yeux. Que fait-on au niveau des yeux? Eh bien, il ne faut pas oublier de nettoyer les yeux au sérum physiologique avec une compresse qui ne doit pas nécessairement être une compresse stérile et de bien penser que chez votre patient sédaté, il faut placer soit des larmes artificielles, soit un onguent ophtalmique pour éviter le dessèchement de la cornée, puisque le patient sédaté ou comateux va de toute façon perdre le réflexe ciliaire qui lui permet d'hydrater sa cornée. Soyez bien attentifs au délai. C'est vrai que quand on met un onguent ophtalmique, on préconise de remettre de l'onguent toutes les 2 heures, tandis que quand ce sont des larmes, ben forcément, comme elles sont liquides et qu'elles restent moins longtemps sur la cornée, d'en mettre plus fréquemment toutes les heures. Il n'est pas spécialement recommandé aux soins intensifs de fermer les yeux. C'est vrai que c'est pas très chouette pour le patient si jamais on modifiait sa sédation, s'il était comateux, s'il y a possibilité d'ouvrir les yeux et c'est pas très chouette pour la famille de voir les yeux collés, fermés non plus. Au niveau du nez, vous avez la sonde gastrique généralement, quoique Arnaud m'a appris, que la sonde gastrique pour diminuer le risque de sinusite maxillaire peut aussi être placée par la bouche. C'est bien ça Arnaud? Oui, tout à fait. À Tivoli, on a l'habitude, quand c'est possible, de la mettre dans la bouche et on la fixe sur le tube endotrachéal. Et en plus, c'est vrai que dans cette période où on place souvent les patients en position ventrale, ça peut diminuer les incidences des escarres au niveau du nez quand la sonde est mise par le nez. Très bien. Ce qu'on ne doit pas oublier quand on change la fixation de ces sondes gastriques, qu'elles soient sur le nez ou sur la bouche, c'est bien de pouvoir noter, en tout cas repérer sa juste place avec le trait que vous avez fait sur la sonde ou la distance qui doit être notée dans le dossier de soins infirmiers pour la fixer correctement, s'assurer que votre sonde est en place avant de la refixer. Attention au risque d'escarre sur le nez, enfin sur la bouche, j'imagine que ça se trouve aussi au niveau de la lèvre, mais d'où l'importance de la changer au moins 1 fois par jour pour prendre connaissance de l'état du nez ou de la bouche. Alors au niveau de la bouche, si vous n'avez pas encore fait les aspirations, ben, ça peut être le moment de le faire, pouvoir faire des soins au niveau de la bouche sur une bouche qui est dégagée, en tout cas des sécrétions, de toujours bien s'assurer de la pression que vous avez dans le ballonnet du tube d'intubation pour procéder aux soins de bouche. Alors sur les soins de bouche, bien 2 actions, l'action mécanique du brossage des dents suivie de l'action antiseptique par une solution antiseptique buccale, que ce soit des solutions à base de chlorhexidine ou de povidone iodée comme l'isobétadine buccale. Ça, c'est un petit peu variable, en tout cas dans les différentes études, et ce sera variable forcément dans vos différents services. Que fait-on encore au niveau de la bouche? Eh bien, c'est terminé par la fixation du tube endotrachéal qui doit se faire au minimum 1 fois par jour en vérifiant l'état de la bouche, l'état des commissures. Alors, que fait-on au niveau de la fixation du tube? Eh bien, c'est vraiment un moment clé au niveau de la sécurité de votre patient, pour lequel vous allez d'abord préparer le matériel qui va vous permettre de changer la fixation de tube. Alors, il y a plein de systèmes différents qui permettent de fixer correctement le tube, de vérifier dans votre dossier le repère tube-commissure, c'est-à-dire le nombre de centimètres que vous avez comme repère pour s'assurer que le tube est correctement placé. Et une fois que votre matériel est préparé, de l'avoir à portée de main pour réaliser le changement de fixation du tube endotrachéal sans lâcher le tube pour éviter que le tube ne puisse partir chez votre patient ou bouger, en tout cas ce qui pourrait moins bien le ventiler. Alors sur la photo qu'on a ici, ben, c'est vrai que tout ce qui est important, c'est au niveau de la fixation du tube, c'est de s'assurer d'éviter la formation d'escarres chez le patient,
Alors soyez bien attentifs aux différents endroits de pression en fonction du système que vous utilisez. Là, ici, on vous a mis une photo d'un type de fixation avec les hydrocolloïdes. Attention, ce n'est pas pour ça que c'est tout à fait exempt d'escarres, parce que c'est vrai que sur la lèvre supérieure ou près du nez, dans ce type de fixation, on peut aussi rencontrer des escarres chez le patient. Mais c'est un système qui permet d'éviter d'autres types d'escarres au niveau des oreilles, par exemple. Arnaud, est-ce que tu utilises souvent ce type de fixation? Oui, on utilise cette fixation avec les comfy chez les patients qui sont intubés de longue durée. Moi, je suis assez satisfait, comme l'étude le montre ici avec les références en dessous, c'est qu'il y a moins d'incidence d'escarres avec cette fixation-là et moins d'extubation accidentelle. Néanmoins, et certes, il coûte un peu plus cher, mais si ça peut éviter des complications pour le patient, je pense que évidemment le coût-efficacité de cette fixation est plutôt efficace. Et enfin, c'est vrai que c'est un peu compliqué chez les hommes avec la barbe. Et donc là, on recommande de les changer peut-être toutes les 72 heures pour pouvoir raser le patient de manière convenable. Et enfin, c'est vrai que de manière globale, pour la fixation d'un tube, la première fois qu'on fait ça, je pense qu'il faut, c'est bien d'être deux. C'est très facile de faire ça chez un patient sédaté-curarisé. Par contre, chez un patient agité, ça peut être vraiment quelque chose de très compliqué à faire. Oui, c'est vrai qu'alors à ce moment-là, il vaut mieux être 2, de bien penser à préparer son matériel pour avoir un collègue qui peut tenir le tube pendant le changement de fixation. Voilà, nous arrivons à la fin de cette capsule sur les soins ARL. Nous espérons que ça vous a donné quand même quelques guides, pratiques pour pouvoir réaliser chez vos patients intubés. On peut toujours vous conseiller d'aller sur le site de l'Assist Nursing, sur notre page Facebook également, où on essaye de vous partager un maximum d'informations. À bientôt. Au revoir Arnaud. Au revoir Barbara, au revoir tout le monde.